Je vous remercie grandement d'être venu à cette soirée au balcon du ciel pour discuter, vous informer, échanger sur l'opportunité d'éteindre les lumières de l'éclairage public ou de parler de pollution lumineuse. Pour ce faire, nous avons André Pignat qui nous accueille dans ce beau théâtre. Merci beaucoup André. La commune s'excuse de ne pas pouvoir venir, ils étaient intéressés mais ils étaient peu disponibles pour ce soir. Et nous allons passer quand même une excellente soirée avec plein d'informations pour la plupart nouvelles et qui vont incontestablement faire réagir. Parler de la nuit, ça fait facilement référence à l'émotionnel, à nos émotions et à nos peurs. Mais il y a aussi tout le contexte législatif, tout le contexte économique, tout le potentiel touristique qu'on peut avoir. Et pour cela, nous avons nos trois orateurs qui vont présenter les différents aspects. Alors, on va commencer par Laurent Degros. Laurent Degros est un des cofondateurs de la société Lampert. Et Lampert, c'est l'agence suisse pour la protection de l'environnement nocturne. De même, il est conseiller en environnement. Et puis, avant de créer Lampert et après, il est aussi conseiller en éclairage public. Donc, merci beaucoup Laurent. Et puis, je te laisse la parole. Merci Christine. J'avais le micro c'était de ce côté-là, et puis j'ai mis l'ordinateur là, sur le côté. Donc. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors bonsoir. Je ne vous vois pas en fait, c'est un petit peu dommage, ça fait rien. Vous voyez, bravo. Alors merci Christine, effectivement. La question sociétale, en fait, de l'éclairage public, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellé et intéressé, depuis longtemps même déjà, avant d'avoir fondé Lampert, d'avoir suivi des cours d'éclairage public, puisque j'ai été municipal dans une commune il y a 20 ans en arrière. On essayait déjà de supprimer, quand on avait des nouveaux lampadaires à mettre, de supprimer quelques lampadaires en cours de route. Donc c'était une thématique qui m'interpelle depuis un moment. L'éclairage est une question sociétale. Je vais peut-être pas approfondir. La présentation on l'a déjà faite. Comme ça, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet par un petit peu d'histoire. Rappelez que l'éclairage public, en fait, c'était au Moyen-Âge, on avait plutôt des lanternes. C'était pas vraiment de l'éclairage public, c'était de l'éclairage privé. Finalement, les gens qui avaient les moyens mettaient quelques bougies ou quelques lanternes devant leur maison. C'est au XVIIe siècle qu'on a commencé à avoir vraiment de l'éclairage public, avec les premiers réverbères à huile. On a la naissance de l'éclairage public, c'est surtout arrivé avec le gaz, c'est-à-dire avec le moment où on a eu les réseaux qui ont permis de vraiment faire un éclairage qui était coordonné sur une grande surface dans une ville. Donc en 1825, il semble que Bruxelles était la première ville d'Europe entièrement éclairée par le gaz. En 1858, la ville du Locle a décidé de passer à l'éclairage à gaz et a signé un contrat avec l'exploitant de la centrale à gaz. Et puis, dans ce contrat, c'était marqué qu'il devait éclairer en moyenne 20 nuits par mois. Est-ce que quelqu'un peut imaginer pour quelle raison est-ce que la ville du Locle éclairait que 20 nuits par mois? Alors, il y en a qui disent qu'à la fin du mois, ils n'avaient plus d'argent pour payer le gaz. Ça, c'était les mauvaises langues. Non, c'est pas ça. En fait,
elles estimaient que la pleine lune était suffisante pour éclairer en moyenne 10 nuits par mois. Donc c'est intéressant parce que ça montre vraiment le niveau d'éclairement qu'en 1858, la population ou les autorités espéraient, attendaient de l'éclairage public. Aujourd'hui, en général, on mesure sous un lampadaire entre 10 et 30 lux. Mais en plus, la durée moyenne de l'éclairage public était de 5 heures par nuit. Donc à 23 heures, on estimait que c'était normal qu'on éteigne l'éclairage. Donc ça veut dire qu'on éclairait 1200 heures par an, contre aujourd'hui 4300 heures dans nos villages. Autre petit exemple que je trouve intéressant, à Neuchâtel, en 1896, donc à l'arrivée de l'électricité dans la ville, ils ont fait un inventaire des différentes lanternes qu'ils avaient, qui étaient au gaz. Et dedans cet inventaire, on voit qu'il y avait 154 veilleuses de lune. C'est assez poétique comme terme, mais ça signifiait que c'était des veilleuses qui n'étaient pas utilisées les jours de pleine lune, donc c'était vraiment que c'était vraiment nécessaire. Là aussi, on voit que l'éclairage public la population avait des attentes qui étaient largement inférieures à ce qu'on a aujourd'hui pour l'éclairage public. Alors pourquoi est-ce qu'on éclaire? Donc je pense qu'il faut rappeler quand même que dès la Renaissance, on a commencé vraiment à éclairer pour le prestige. Je pense qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on le fait encore beaucoup. Et puis pour prolonger les activités économiques. Ensuite, on a eu des problèmes de sécurité et on a un peu mélangé les deux choses. C'est-à-dire qu'on a éclairé pour éviter les problèmes de sécurité, puis en fait, quand on éclairait, ça prolongeait les activités nocturnes qui elles-mêmes créaient des problèmes de sécurité. Donc c'est tout le paradoxe de l'éclairage public qui à la fois source et de sécurité et aussi de la sécurité. Au XXe siècle, l'éclairage est devenu le symbole de modernité et on a vraiment utilisé l'éclairage public à son maximum pendant tout le XXe siècle, avec la pseudo-nécessité, à partir des premières centrales nucléaires, qu'il était nécessaire d'utiliser l'électricité la nuit pendant que les centrales nucléaires continuaient de donner de l'électricité. Mais au XXIe siècle, il y a vraiment une prise de conscience, donc c'est vraiment, ça date d'une quinzaine d'années, vraiment, on a commencé à prendre conscience que c'était important de moduler l'éclairage public en fonction des besoins. Et ça, c'était vraiment un tournant où on a pris conscience des problématiques, entre autres, de pollution lumineuse. Ça, tout à l'heure, on aura Antoine Sirot qui va nous parler de toute cette partie-là, l'atteinte à l'environnement, les oiseaux migrateurs, les animaux nocturnes, les batraciens, les insectes, les plantes. Il y a plein de... Tout notre environnement est en fait impacté par l'éclairage public. Les premiers qui ont alerté la population ou les autorités par rapport à l'éclairage, la pollution lumineuse, ont été les astronomes amateurs, déjà dans les années 60-70, avec les grands télescopes, où on a remarqué que l'éclairage perturbait assez grandement les observations du ciel. Donc c'est eux les premiers qui ont alerté la population par rapport les autorités par rapport à ça. Selon la pollution lumineuse, on peut voir entre 0 ou quelques étoiles à plus de 2000 voire 5000 étoiles dans le ciel. Et ici, depuis quelques mois, on a sur une carte mondiale de la pollution lumineuse qui est accessible sur une plateforme Google Maps et Google Earth aussi du reste. Ça c'est une photo d'écran que j'ai prise sur Google Maps, donc, où on voit finalement les grands noyaux de pollution lumineuse. Si on s'éloignait un petit peu puis qu'on voyait l'Europe, on retrouverait évidemment Paris ou les grandes métropoles, sans parler de la Belgique qui a encore un autre problème, eux, puisqu'ils se plaisent à éclairer les autoroutes. Donc ça, évidemment, dès que vous éclairez les autoroutes, ça fait tout de suite beaucoup plus de pollution lumineuse. Et on voit là que bilan, c'est extrêmement important. Alors, si on regarde effectivement dans le Valais, la pollution lumineuse, elle est relativement faible. Mais elle est quand même, c'est quand même une réalité. On estime aujourd'hui que 60% des Européens n'ont jamais vu la Voie lactée. Je ne veux pas faire l'expérience ici pour savoir qui connaît ce que c'est que la Voie lactée, mais une fois, je discutais avec des étudiants
qui ont préparé un master sur la pollution lumineuse. Et puis je leur ai montré cette présentation, à peu près celle-là. Puis je leur ai dit, voilà, vous voyez, à 60% des Européens qui n'ont jamais vu la Voie lactée. Puis ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, c'est quoi la Voie lactée? Donc effectivement, donc des jeunes universitaires, donc de 20 ans, ne savent pas ce que c'est que la Voie lactée. La pollution lumineuse, elle a trois aspects particuliers. C'est le halo lumineux, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui nous empêche de voir les étoiles. Ensuite, il y a la lumière éblouissante, c'est celle qui nous dérange quand on se promène dans les rues, surtout quand on a quand on a remplacé les LED, on en parlera tout à l'heure, où on a augmenté souvent l'intensité lumineuse. Donc ça, on parle d'éblouissement. Et puis, il y a cette lumière envahissante qui pénètre dans nos maisons. Là, j'ai ce type-là de pollution lumineuse, des personnes qui sont vraiment très dérangées parce qu'ils peuvent se promener la nuit dans leur appartement comme s'ils faisaient comme en plein jour. Alors, avec ça, on arrive sur les problèmes d'atteinte sur l'humain. Donc, on a des dérèglements psychosomatiques, des troubles du sommeil, des dérangements hormonaux, et puis aussi de l'agressivité. Mais on a aussi des pertes de repères environnementaux. Et puis ça, c'est plus important qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire des pertes de la connaissance de la nuit. On n'arrive pas à se situer dans notre environnement, perte du respect du calme qui est lié, et puis décalage socioculturel. Alors il n'y a peut-être pas que l'éclairage public, hein, c'est aussi dans les villes, c'est l'ouverture des bistrots toute la nuit, et puis finalement la nuit c'est devenu une partie du jour comme une autre, où on peut faire ce qu'on veut. L'éclairage public, évidemment, c'est un gaspillage d'énergie, mais aussi, et ça on n'en parle pas assez, c'est un gaspillage de ressources naturelles, puisque les lampes, elles s'usent, il faut les renouveler. Pas seulement la lampe, du reste. Toute l'électronique qui est autour de la lampe, il faut le renouveler tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et puis, c'est des ressources financières qui sont non seulement liées à l'énergie et au renouvellement, mais aussi au nettoyage des lampadaires, tout ça. Donc, ça a un coût. Mais surtout, ça a surtout un grave problème d'exemplarité pour les communes, puisqu'on a tous appris que quand on quitte une pièce la nuit, on éteint derrière nous, et manifestement, les communes, elles nous apprennent à faire autre chose avec l'éclairage public, puisqu'il n'y a plus personne dans les rues, on continue d'éclairer comme si la vie continuait. Là, pour bien situer le problème de l'éclairage public, je vais prendre un petit moment pour vous parler un petit peu de technique. Donc, les types de sources lumineuses, on a les lampes à incandescence qui maintenant sont interdites. On a les lampes fluo qui sont toujours utilisées, les tubes néons ou les tubes compacts. Les vapeurs de mercure qui sont maintenant interdites à la fabrication depuis l'année passée et qu'on est en train de finir de renouveler dans toutes nos communes. Ensuite, on a le vapeur de sodium, donc c'est haute pression, les basses pressions c'est à peu près inexistant chez nous. Les hautes pressions qui sont ces lumières jaunes. Et puis les halogènures métalliques, c'est ce qu'on trouve ici dans le village. Et puis les LED, évidemment, qui est la grande nouveauté, dont on parlera aussi. Les critères de choix pour un éclairage, c'est le rendement lumineux, combien de lumens on crée avec le nombre de watts investis, le rendu des couleurs, la température de couleur, la durée de vie, la capacité de réamorçage et de rééteignage. Toutes les vapeurs de sodium, par exemple, il faut attendre 20 minutes. Une fois qu'elle est éteinte, il faut attendre 20 minutes qu'elle se refroidisse avant de pouvoir la remettre en marche. Donc c'est clair que vous ne pouvez pas éteindre et allumer comme ça dès qu'il y a une personne qui passe devant. Et puis la capacité d'image, la possibilité de moduler les LED, cette possibilité elle va de 100% à 10%. Et puis par contre pour les vapeurs de sodium ou les halogènes métalliques, en général on compte la moitié, 50% au maximum. Donc on arrive, donc le rendement lumineux avec donc le nombre de lumens par watt, on voit qu'à part les vapeurs de sodium basse pression qui sont très peu utilisées chez nous, comme un excellent rendement mais une couleur vraiment exécrable, on voit qu'on a les LED qui sont nettement meilleurs, mais vous voyez que dans les LED, on voit il y a deux hauteurs.
parce que souvent, on nous dit que les LED, c'est excellent, le rendement lumineux des LED est excellent, mais il faut savoir qu'il est excellent pour autant qu'on ait une lumière froide, donc de plus que 4000 degrés Kelvin. Si vous avez une lumière plus chaude, c'est souvent ce que les villages demandent d'utiliser, donc, parce que ça crée une atmosphère qui est plus agréable. Le rendement lumineux chute largement, et puis là on se retrouve en dessous des sodium de pression. Mais le rendement lumineux, c'est pas tout, donc il y a la qualité de l'optique. Maintenant, avec les LED, on a des optiques qui sont vraiment très intéressantes parce qu'elles dirigent les faisceaux exactement où on a envie. Le rendement lumineux, ben, c'est aussi le type de luminaire, savoir si on éclaire le ciel ou bien si on éclaire vraiment par terre. Donc, suivant comment vous éclairez, vous allez avoir une lumière utile qui va passer de 15 à 55%. Les ampoules, les boules, les lampadaires boules, en principe, ils ne sont plus installés maintenant. Et puis, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est l'indice de rendu de couleur. Donc, c'est la capacité de la source de la lumière de restituer les couleurs. Et cet indice, par principe, la lumière du jour, c'est un indice de 100. Et puis, les lumières incandescentes, c'est aussi 100. Donc, c'est un excellent indice de rendu de couleur. Par contre, les LED sont aussi très bonnes. Ça dépend desquelles, en fait. Ça peut varier. On arrive facilement à 95. Tube fluo, halogène métallique, c'est aussi un très bon rendement, assez bon rendement. Et puis alors, on voit que les sodium haute pression, ces fameuses lampes jaunes qu'on voit encore dans nos rues, c'est un très très mauvais indice de rendu de couleur. Et puis là, on le voit, alors c'était intéressant parce que j'ai fait ces photos lors d'une visite dans une commune, canton de Fribourg, où j'ai mesuré sur l'auto, on mesurait 15 lux. Et puis vous voyez la photo, elle paraît claire, elle paraît vraiment très agréable, comme ça. Bon, il pleuvait ce jour-là, hein, donc la photo c'est un peu bizarre. Mais j'ai mis mon auto sous un autre réverbère vapeur de sodium, et puis on mesurait 38 lux, et puis manifestement on voit qu'il fait nettement plus on a l'impression qu'il fait nettement plus sombre, malgré qu'on a beaucoup plus d'éclairement. Et ben, la raison, c'est parce que c'est l'indice de rendu de couleur qui est nettement meilleur avec les lampes halogènes métalliques ou avec les LED, c'est la même chose. Et puis ça, c'est le piège maintenant, parce que les normes, elles sont données en lux, en lux qu'on mesure sur le sol, et puis on ne tient pas compte de l'indice de rendu de couleur. Alors quand vous remplacez des vapeurs de sodium avec une lumière de 38 lux, vous allez installer des LED avec aussi 38 lux, et puis là ça va exploser parce que vous allez éclairer beaucoup trop. Et ça, les éclairagistes, ils ont de la peine à comprendre ça, que si on change de source, en améliorant le rendu de couleur, on peut se permettre de baisser l'intensité. Et puis ça, j'ai fait une visite la nocturne cet été à Nax. Je l'ai vu que c'était assez clair, que l'éclairement est très fort avec les LED qui ont été installés. Voilà, je vais arrêter avec la technique comme ça, je ne vais pas aller plus loin sur les LED, on aura l'occasion de revenir s'il y a des questions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la réglementation. Donc, les communes, elles ont toujours l'impression qu'elles doivent éclairer parce qu'elles sont responsables de l'éclairage public. Alors, la première norme, il faut savoir que c'est la plus importante, celle qui concerne vraiment l'éclairage public, c'est la norme européenne 13201, qui a été revue dernièrement, qui a été adaptée au niveau suisse aussi, qui est un petit peu adaptée. Elle tient compte donc du nombre de types d'usagers, du nombre de véhicules par jour, et puis leur vitesse et les zones de conflit. Donc c'est des zones où il peut y avoir des piétons, ou des carrefours ou des cyclistes. Cette norme, elle tenait compte avant de nombre de véhicules par jour. Maintenant, on tolère de faire cette mesure en fonction du nombre de véhicules par heure. Ça veut dire que cette norme, elle tolère de faire un calcul pour la nuit, l'éclairement utile la nuit. Donc, quand il n'y a plus personne sur les rues, elle permet de ce fait-là de faire de l'extraction, par exemple, en disant il n'y a plus de voitures, il n'y a plus besoin d'éclairer. Mais ce n'est pas dit aussi clairement dans la norme. Ensuite, on a les recommandations SAFE,
qui donne une certaine quantité d'énergie par mètre linéaire consommé, qui ne dit pas grand-chose sur la qualité de la lumière, du reste. C'est l'Agence suisse pour la protection de l'efficacité énergétique. Et puis, on a ça c'est une loi ça c'est extrêmement important à connaître, c'est la loi sur la circulation routière, qui dit que l'article 32, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Ça veut dire que s'il y a un accident dans votre village parce que vous avez éteint la lumière, en aucun cas, vous allez être, si vous êtes municipal ou conseiller communal, vous n'allez jamais être attaqué parce que la loi sur la circulation routière va mettre toujours la faute sur l'automobiliste, jamais sur le propriétaire de l'éclairage public. Et ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, j'ai souvent dans les conférences, on entend dire que ouais, des éclairagistes conduits, il y a eu des accidents qui étaient graves, des éclairagistes qui ont fait des mesures de luminance, etc. Et puis, quand on leur pose la question, mais après, qu'est-ce qu'ils en ont fait pendant les procès, ils nous répondent, mais ils ne savent pas, en fait. Puis quand on va regarder les considérants des arrêtés des tribunaux, on voit qu'ils n'en ont absolument pas tenu compte, parce que c'est vraiment cet article 32 qui est vraiment dominant. Ensuite, il y a la loi sur la protection de l'environnement, qui est là aussi une loi fédérale, qui dit que la pollution atmosphérique, le bruit, la vibration, les rayons sont limités par des mesures prises à la source, donc il faut limiter l'émission de nuisances lumineuses. Alors il faut bien savoir une chose, c'est que la loi sur la protection de l'environnement, c'est toujours une pesée d'intérêt entre les activités humaines et les besoins de l'environnement. Et on va toujours faire cet équilibre-là pour savoir si on peut faire des nuisances, on peut justifier des nuisances à l'environnement. Or, clairement, que vous éclairez à 3 h du matin un village où il n'y a personne dans la rue, l'environnement est largement, supérieur. L'intérêt de l'environnement est largement supérieur à l'intérêt humain. On le verra tout à l'heure aussi. Et puis ça, on a déjà eu quelques procès d'arrêté du tribunal fédéral, mais peut-être pas directement vraiment sur la protection de l'environnement. Mais je pense que le jour où quelqu'un porte plainte pour une commune qui éclairerait au milieu de la nuit, je pense que le tribunal fédéral ne manquerait pas de lui donner raison. La loi sur l'énergie du Valais, j'ai quand même regardé un petit peu dans le Valais ce qui se passait. Donc voilà, on voit que la consommation, on cherche à économiser l'énergie. Je crois que tous les cantons le disent. La loi sur les routes, c'est aussi éclairé conformément aux exigences du trafic. Donc quand il n'y a plus de trafic, donc évidemment les exigences sont aussi réduites. Je réalise maintenant que j'ai oublié de vous parler un petit peu du problème des normes. Et puis ça, je ne sais pas s'il y a des municipaux qui sont parmi vous ou des politiciens qui sont parmi vous, mais je pense que c'est important de le rappeler. Donc une norme, si vous demandez à un menuisier de venir vous faire un plan de travail, il vous fait un plan de travail, il va vous le faire à 90 cm, sauf erreur la norme, et puis vous serez content. Maintenant, si votre menuisier vous fait un plan de travail à 1,20 m, vous allez lui dire, attendez, là je vous ai commandé un plan de travail c'est 90 cm, vous le faites à 1,20 m, ça ne va pas. Et puis là, vous aurez raison, donc le menuisier devra vous refaire le plan de travail à 90 cm, c'est la norme. Par contre, si vous lui dites, je suis un peu plus grand que la moyenne, j'aimerais avoir un plan de travail à 1,20 m, il va vous le faire à 1,20 m, il n'y a aucun problème. Donc il faut bien comprendre l'utilisation des normes qui n'ont pas de valeur obligatoire, c'est ça. C'est une norme qui protège le professionnel par rapport à son travail, mais il n'a aucune incidence sur la volonté de celui qui demande le travail. Donc une commune, si elle demande de faire un éclairage réduit, il n'y a aucun problème pour faire l'éclairage réduit. Donc ce n'est pas à l'électricien à donner son avis sur ce thème-là. Et puis ça, il y a souvent besoin de le rappeler. Alors les besoins de lumière, on a parlé avant que c'était important qu'on éclaire selon les besoins. Donc on a
en soirée, et puis ça c'est vraiment très important de bien faire la différence entre l'éclairage de soirée et l'éclairage au cœur de la nuit, qui sont des éclairages totalement différents, des besoins totalement différents. Donc en soirée, c'est la vie économique, la vie sociale, le confort, ça ne faut pas l'oublier, ça a son sens, et puis la sécurité. Et puis au cœur de la nuit, alors là on va discuter de savoir si on va éclairer pour la sécurité des personnes, accidents, agressions, etc. On verra tout à l'heure si ça a une raison. Les besoins de la nuit, c'est aussi des besoins biologiques pour l'être humain, pour la santé, la production de mélatonine, par exemple. On découvre maintenant que les personnes qui n'ont plus de nuit peuvent avoir des problèmes importants de santé. Et puis un besoin éthologique de nuit, on a déjà parlé tout à l'heure. Et c'est intéressant de savoir que l'homme, on dit toujours que l'homme il a peur du noir. C'est intéressant parce que en fait dans l'histoire l'homme est un animal finalement comme un autre, et la stratégie de nos ancêtres probablement était, donc c'était pas la nuit pour se protéger la nuit, on n'est pas des animaux de fuite parce qu'on court pas assez vite, on n'est pas des animaux de résistance parce qu'on n'est pas assez fort pour résister. Par contre on est des animaux de tapissement. Ça veut dire que notre stratégie de survie la nuit c'est de se cacher. Et puis ça, on l'oublie, on a perdu cet instinct-là. Et moi, j'ai discuté avec un psychiatre, un pédologue, non, un médecin des enfants, un pédiatre, excusez-moi, un pédiatre qui me disait finalement jusqu'à l'âge de 2 ans, un enfant, il n'a pas peur de la nuit. C'est à partir de 2 ans qu'on commence à avoir peur de la nuit. Et puis comme par hasard, c'est l'âge où on commence à leur dire on va mettre une petite lumière comme ça, et tu vas voir qu'il n'y a pas de fantômes. Et vous savez que en communication, quand on dit quelque chose, en fait, on induit la peur. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de fantômes, vous dites à votre enfant, il pourrait y en avoir un. Donc il va visualiser le fantôme, et puis il aura peut-être peur de fantôme. Donc un enfant qui a peur de la nuit, faudrait plutôt lui dire on va éteindre la lumière, comme ça tu vas te cacher. Tu pourras te cacher la nuit et puis tu seras en sécurité. Et j'ai lu plusieurs témoignages de personnes adultes qui vivaient dans des villages qui étaient éteints la nuit et qui rentraient avec les bus ou les derniers bus et puis qui traversaient le village la nuit et puis qui disaient mais maintenant je me sens beaucoup plus en sécurité. Parce que quand je me promène la nuit, j'ai ma petite lampe de poche, mon smartphone qui éclaire. Mais si je me sens en danger, j'éteins, et puis j'ai l'impression d'être caché, et puis de ne plus avoir d'être protégé. Alors éclairer sur les besoins, on a déjà vu tout à l'heure, donc on éclaire par terre, on n'éclaire pas le ciel, on éclaire dans les endroits, les bons endroits, on en trouve des quantités, je n'ai repéré dans la commune du reste, des lampadaires qui sont en pleine campagne, on se demande pourquoi ils sont là. On peut aussi décider qu'au milieu de la nuit, on éteint une partie, on éteint enfin l'abaissement, ça maintenant ça devient assez ordinaire. Dans mon village, on éteint 50% des vapeurs de sodium, depuis en tout cas 20 ans. Quand je pose la question aux gens, est-ce que vous savez qu'on éteint 50% de l'éclairage public dans le village, personne n'a jamais remarqué. Donc c'est le genre de mesure qui ne coûte absolument rien. Ensuite, on peut imaginer d'éteindre au milieu de la nuit. Si on éteint vraiment dans les zones d'inactivité, on va économiser entre 1h et 5h du matin, on va économiser 33% d'énergie. Si on éclaire plus, si on éteint 6 heures par nuit, c'est la moitié du temps, donc c'est 50%. Maintenant, on peut aussi imaginer d'avoir des systèmes un peu mixtes, où pendant une période de transition, on va éteindre un lampadaire sur 2. Puis là, on peut s'amuser maintenant qu'on a des LED qui permettent justement, et ça c'est le grand avantage des LED, qui permettent justement de pouvoir faire une régulation heure par heure finalement. On peut imaginer ça, d'avoir des périodes où faire une différenciation des activités économiques où les magasins sont ouverts, des activités sociales où les gens commencent à discuter un petit peu, on commence un petit peu à temporiser l'éclairage, les périodes de déplacement, périodes de transition où 10% d'éclairage sont encore largement suffisants pour se diriger, et puis les périodes de déplacement, et puis un éteindre au milieu de la nuit. On peut aussi imaginer, c'est ce qui se fait à Yverdon, d'avoir des détecteurs de présence, mais de l'avis même de celui qui a vraiment lancé ce programme en Suisse,
à Yverdon, c'est des technologies qui sont finalement assez lourdes, alors qu'on peut discuter dans les villes où il y a vraiment où il y a un intérêt de faire ça, mais c'est le genre de choses. Du point de vue environnemental, c'est très intéressant, hein, parce que finalement, on éclaire très peu, il n'y a personne sur les lampadaires, donc ils sont quasiment tout le temps éteints. Donc, du point de vue environnemental, c'est tout à fait intéressant, mais du point de vue financier, du point de vue de la gestion, c'est quand même relativement intéressant. Relativement compliqué. Donc, le plus simple, c'est vraiment de faire de l'extraction complète. Les expériences, maintenant, sont extrêmement nombreuses. Donc, en France, on estime que plus de 8000 communes font de l'extraction complète, donc vraiment complète, parce que des communes qui étaient des quartiers, ça, il y en a encore bien plus. Et puis, on a alors des communes dans Saumur, qui a 25 000 habitants, qui éteignent complètement de 1h du matin à 5h du matin. Cette commune, on a eu l'occasion de téléphoner aux responsables de la police de la région. On les disait, mais comment... Donc, ils ont fait 6 mois d'essai, c'était en 2012, 6 mois d'essai. Et puis, on leur a téléphoné pendant ces 6 mois d'essai. Vous savez, chez nous, les cambrioleurs, ils ont peur de la nuit, comme nous, hein, finalement, ils ne viennent pas, il n'y a personne. Donc ils rigolaient un petit peu en disant que d'imaginer des cambrioleurs qui viennent faire des cambriolages à Saumur, ils ne pouvaient pas imaginer ça. Donc on a eu beaucoup d'expériences. En Suisse romande, malheureusement, on en a toujours qu'une dizaine, mais on voit dans les communes, en général, où on fait ce genre de débat, on arrive à convaincre assez facilement les communes de faire le pas. Les expériences de toutes ces communes qu'on fait, je parle principalement des grandes communes. Donc les expériences, déprédation, diminution des déprédations, diminution des tapages nocturnes, diminution de dommages à la propriété. La ville de Saumur, en 6 mois, a économisé 60 000 € sur une déprédation, donc largement plus que la facture d'électricité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi entendu pas mal de témoignages de personnes qui disaient, depuis qu'on a éteint l'éclairage public à une heure donnée, disons à 11h le soir ou à minuit, eh bien, les gens, déjà avant, ils commencent à parler plus doucement. Comme si les gens s'étaient réappropriés la nuit, et puis ils savaient que la nuit, l'éclairage allait s'éteindre, et puis qu'on commençait déjà à temporiser un petit peu nos activités. Et ça, je trouve que c'est des témoignages que j'ai entendus souvent, que je trouve assez intéressants. Et puis le grand dilemme maintenant, c'est les agressions en cambriolage. Alors tout le monde, et puis j'ai encore lu le président de la commune ici dire, M. Brutin, dire qu'il avait des problèmes, qu'il y aurait des problèmes de cambriolage. Alors manifestement, c'est des chiffres que les grandes communes ne veulent pas trop dire, parce que de toute façon, il n'y a pas d'agression ou de cambriolage au cœur de la nuit, il n'y en a quasiment pas, et puis ce serait dangereux finalement de communiquer là-dessus, parce qu'il suffirait qu'il y ait une fois un cambriolage pour qu'on dise « Ah mais oui, c'était parce qu'on a éteint, etc. » Donc en général, c'est tellement insignifiant qu'on préfère ne pas... Il n'y a pas de modifications qui sont significatives en tout cas. Et puis, en ce qui concerne les accidents, on peut dire non plus qu'il n'y a pas de différence, voire même une réduction des accidents. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le faux sentiment de sécurité que l'éclairage public nous donne. Et puis là, on l'a fait avec mon ami Franck, qui est ici. Tu te reconnais là sur la photo, on l'a fait il y a 4 ans. C'était à la piste d'essai de Bro, d'éclairage public. Là, il se promène avec un mannequin, en fait, d'un enfant, parce qu'on était à 1h du matin, on n'a pas trouvé d'enfant pour nous accompagner. Mais c'était juste pour illustrer, finalement, que quand on voit ça, on a l'impression qu'on est sous un lampadaire, on a l'impression qu'on est visible, et puis que s'il y a une voiture qui vient en sens inverse, on n'a qu'à rester sous la route, il n'y a pas de souci à se faire, on est vu. Et puis ça, c'est vraiment... Vous êtes tous, j'imagine, chauffeurs de voiture, automobilistes, donc vous savez que les piétons, on les voit beaucoup moins qu'on le croit, que ce soit éclairé ou pas, et qu'il vaudrait mieux, comme piéton, si vous n'avez pas l'éclairage public, eh bien vous savez que vous êtes en danger, vous allez vous bloquer, chaque fois qu'il y a une voiture qui va venir en sens inverse, vous allez vous mettre de côté, et puis vous allez vous mettre vous-même en sécurité, vous n'allez pas attendre que ce soit l'éclairage public qui vous mette en sécurité. Donc il faut vraiment faire attention à ce faux sentiment de sécurité, je veux dire,
de l'éclairage public. Voilà l'expérience de Maupas. Ça, c'est une expérience qui a été menée à Lausanne sur le sentiment de sécurité. C'est un petit peu long d'expliquer maintenant. Sur la législation, on voit qu'en France, donc depuis 2012, les enseignes lumineuses sont interdites. Depuis 2013, l'illumination des façades et puis même l'éclairage intérieur des magasins sont interdites. Les magasins, les ateliers, les bureaux, etc. sont interdites. Donc on estime que la pollution lumineuse qui vient d'immeubles d'éclairage intérieur et aussi de la pollution lumineuse, ça c'est aussi des choses qui pourraient être appliquées dans les communes en Suisse. Du reste, ma commune, à Val-de-Rue, on a repris cette législation-là. On ne l'applique pas pour autant, mais on a au moins... La législation existe. On l'appliquera quand on voulu. Voilà. Le sentiment de sécurité et la sécurité, c'est une bonne communication. Là, je vais partir sur le thème de la communication. Peut-être qu'on va... J'étais un petit peu long, Christine, c'est ça? Tu te traînes le texte. Hein? Il faut gentiment avancer. Ouais. Alors, on va l'avancer très vite. Donc, on a eu l'occasion, dans le cadre de notre activité de Léobert, donc de faire des visites avec les communes. Donc, ça, c'était même avec la télévision locale. Donc, on est allé se promener avec les autorités sous les lampadaires, de faire des observations de ce qui a été fait avant les modifications. Donc, on voit des villages qui sont très peu éclairés. C'est des vapeurs de mercure qui sont en bout de course. Mais on découvre vraiment j'ai fait une émission de radio de ce village-là, à Prise de Terre avec Lucie Solari. C'est très impressionnant, hein. C'est d'un paisible, c'est d'un calme qui est magnifique. J'ai pas refait maintenant ils ont refait l'éclairage, je peux vous dire que ça a nettement changé. Juste à côté, on avait l'autre éclairage 60 lux sous les passages piétons. Voilà. L'éclairage de campagne, des ronds-points qui sont éclairés, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est toutes des choses que quand on fait des promenades avec les conseillers communaux, on prend conscience de ce genre de choses-là. Donc, on a eu l'occasion de faire des expositions, on a appréhendé la nuit sous la forme d'un cube où on a essayé de diminuer l'éclairage public, et puis remarquer que les logs, des lits, on arrivait à avoir des témoignages dans ce cube qui était vraiment étonnant. Les gens quand on commence à baisser l'éclairage, tout d'un coup les gens se lâchent et c'est très impressionnant. Voilà, on organise des conférences, des débats publics comme ce soir. On fait aussi passablement de fêtes de la nuit. Ça j'ai des mandats assez régulièrement avec le parc Chasseral, où ponctuellement dans des villages on organise des fêtes de la nuit où on éteint tout le village et puis on essaie d'imaginer quelles pourraient être les activités qu'on pourrait mener là-dedans. Voilà, ça c'était des photos de fêtes de la nuit. Le problème de ces fêtes de la nuit, il fait vraiment très 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 nuit, donc on voit rien. La conteuse, elle n'a pas voulu même pas une bougie pour elle. On a fait des sondages, puis je vais terminer ici par la conclusion. Les sondages, trouvez-vous normal que l'on éclaire à 3 h du matin de la même manière qu'à 21 h? 91% des gens trouvent ça aberrant. Seriez-vous d'accord que l'on éteigne complètement votre ville et votre village, par exemple de 1 h à 5 h? On va tout à fait d'accord, 61%, pourquoi pas 22, 60, 80, 83%. Ben, je peux vous dire que chaque fois qu'on a des votations populaires ou des votations dans les conseils généraux, on retrouve ce chiffre de 83%, de 80% de gens qui sont favorables à l'extinction complète de l'éclairage public. Voilà, je vais terminer par là-dessus. Nous allons continuer avec l'aspect plus environnemental et avec Antoine Sirot, qui est biologiste. Antoine est biologiste indépendant et puis il est spécialiste des papillons, des chauves-souris et des oiseaux de nuit. Récemment, on m'a dit comme ça que les chauves-souris se nourrissaient des petits papillons et des insectes qui étaient autour des lampadaires. Eh bien, nous allons voir si c'est vrai ou non, si c'est la réalité. Peut-être pas. Antoine? Merci Christine. Je me permets juste encore cette petite... Au niveau organisationnel de la soirée,
Les questions, je vous les laisse poser après. On fait les présentations de donc, Laurent Debro, Antoine Sierot, puis de Vincent Grèce. Et puis ensuite, on mettra un peu plus de lumière pour pouvoir plus échanger, pour faire les débats, et questions et discussions et répondre à vos interrogations. Voilà. Moi, je vais vous parler maintenant plutôt des effets de la pollution lumineuse sur la faune, parce que c'est un domaine que je connais un petit peu. Et j'ai essayé de prendre quelques exemples du Valais. Les exemples sont plutôt rares, et puis donc je vais essayer de vous introduire à cette problématique-là. Alors, d'un point de vue de la faune, quand on parle de pollution lumineuse, on parle d'une présence nocturne et gênante de l'éclairage qui induit des comportements, qui perturbent le comportement des espèces et puis de l'écosystème. Ici, c'est un exemple de la plaine valaisanne. Ici, c'est Uvrier, là c'est Saint-Léonard, la Session, là-bas Haute-Nada, on ne voit pas super bien, mais ça donne un peu une idée de l'éclairage qui existe déjà dans notre vallée. Un phénomène qui est très marqué, notamment dans une vallée glaciaire comme celle du Rhône, c'est le phénomène du halo, qui est la dispersion de la lumière directe qui se réfléchit contre les nuages, les aérosols et les particules en suspension. Ici, ce phénomène est souvent visible sur la plaine du Rhône lorsqu'il y a des nuits avec des nuages. Je vous rassure, ici, c'est pas le Valais, c'est à l'étranger, mais voilà comment ça peut apparaître dans une vallée. Et le halo, en fait, il va permettre à la lumière qui vient de la ville d'aller sur les côtés, soit sur la rive droite du Rhône, soit sur la rive gauche. Donc perturber les écosystèmes bien plus loin que le point d'émission. Juste quelques mots sur l'évolution de la pollution lumineuse. Là, c'est des documents officiels que j'ai trouvés à l'Office fédéral de l'environnement. C'est à partir d'images satellitaires. On voit là un cliché qui date de 1994. On repère les endroits très éclairés en Suisse, la ville de Zurich, les grandes villes comme Berne, Fribourg, Lausanne. Et si on regarde le Valais en distinction, Sierre, ici, puis quelques autres petites villes, Viège et Brigue, par exemple. Mais ça date de 1994. Et si on regarde en 2009, la grande cité de Zurich s'est vraiment étalée. Si on regarde le Valais, c'est presque un éclairage en continuum entre Martigny et Sierre. Ça monte sur Crans-Montana. Ici, ça s'est aussi développé, hein, et on repère Saas-Fee et Zermatt dans les vallées. Mais globalement, on voit que les Alpes, hein, elles sont encore plus ou moins épargnées selon les zones où on se trouve. Ce qui est impressionnant aussi de savoir, c'est que, d'après les statistiques, l'augmentation en 15 ans, elle est de 70%, soit 6% d'augmentation du nombre de points lumineux en Suisse. Les insectes, c'est un peu la base de la nourriture pour les oiseaux, les chauves-souris insectivores. Les lampes qui sont extrêmement attractives pour les insectes, c'est notamment les LED, des lampes modernes qui sont super économiques, ça c'est positif. Mais alors pour les insectes, c'est la catastrophe. Elles émettent pas d'UV, mais elles émettent beaucoup de lumière dans le bleu et dans le blanc. Et les insectes, ils sont attirés par ça immédiatement. Les lampes à vapeur de mercure, c'est les lampes qu'utilisent les entomologistes pour éclairer un drap et observer et déterminer les papillons. Alors ces lampes, elles sont progressivement remplacées par les halogénures dans nos éclairages. Mais voilà deux types de lampes qu'on peut utiliser si on veut observer les insectes. Alors, l'attraction des insectes nocturnes, elle est vraiment documentée scientifiquement. Les insectes sont perturbés par la lumière et ne se reproduisent pas. En général, par exemple, les papillons, quand ils veulent se reproduire, les femelles émettent des odeurs, c'est les phéromones. Et puis les mâles remontent les phéromones jusqu'à la femelle pour les féconder. Et s'ils rencontrent une lumière, ils sont perturbés. Souvent, ils ne vont pas jusqu'à la femelle, ils vont se poser sous le lampadaire et puis ils seront mangés là, par soit des chauves-souris, soit par des chats le matin ou d'autres prédateurs. Les insectes se brûlent aussi contre les lampes chaudes, et puis les chauves-souris en profitent un peu trop facilement, et puis les chats sont des redoutables chasseurs donc le matin. La lumière artificielle, elle modifie vraiment toute la communauté d'insectes, c'est-à-dire que les insectes sont attirés par la lumière, non seulement ceux du sol, ceux qui volent, et puis on a aussi une sélection artificielle des insectes qui tolèrent la lumière face à ceux qui ne tolèrent pas la lumière. Donc on est en train d'évincer les insectes qui ne tolèrent pas la lumière.
Et là, je vous montre quelques exemples de chenilles. Ça, c'est le stade que tout le monde connaît, hein, avant que ça devienne papillon. Mais ce stade, il est très important dans la nature parce que de nombreux oiseaux, par exemple les mésanges, les fauvettes, mangent les chenilles au printemps et surtout, elles nourrissent les jeunes avec ces chenilles qu'elles trouvent sur la végétation. Et certaines de ces chenilles, elles sont strictement nocturnes, donc sous un lampadaire, ces chenilles sont actives, hein, normalement quand il fait nuit, puis si on met un lampadaire, alors, leur comportement va être perturbé, parce que pendant des centaines d'années, elles ont vécu plutôt de nuit sans lumière. Deux exemples des lampes qui sont favorables aux insectes, du moins une, c'est des vapeurs de sodium à haute pression qu'on utilise encore pour éclairer les bords de route. On ne voit pas très bien, ça n'a pas une très bonne définition, comme nous a parlé Laurent Debroux. Elles sont pauvres en UV, c'est-à-dire elles attirent peu les insectes. Et en général, d'après mes observations de la littérature, 95% des insectes ne sont pas du tout attirés par ces lampes. Donc c'est assez positif déjà si on a plutôt ces lampes-là que d'autres lampes. Les LED dernière génération, donc ça c'est ce qui est en vogue, qui est en train d'être installé partout, d'après les informations que j'ai de Sierre Énergie ou bien de Énergition Région. C'est très bien d'un point de vue de l'économie de l'énergie, mais c'est très riche en lumière bleue, et comme je l'ai déjà dit au début, il y a beaucoup d'insectes qui sont attirés. Une espèce emblématique du Valais, le ver luisant, beaucoup d'entre vous en ont probablement vu il y a très longtemps. C'est un petit coléoptère qui vit dans les stations sèches du Valais, les prairies maigres, les steppes, et les femelles attirent les mâles pour la reproduction, non pas en émettant des odeurs, mais en émettant une lumière. C'est le phénomène de la bioluminescence. Vous imaginez bien que si on a un lampadaire qui arrive, qui est installé le long d'une route, eh ben, les femelles elles vont plus réussir à attirer les mâles, et puis la reproduction ne se fait plus, et avec le temps, les espèces vont disparaître. C'est-à-dire que la lumière, elle couvre, la lumière naturelle, dans la lumière artificielle, va couvrir la lumière des émissions des femelles. Alors la lumière artificielle serait une cause de la raréfaction du ver luisant, mais il ne faut non plus pas oublier les changements dans l'environnement, l'intensification des prairies, la destruction de l'habitat par nos constructions. Donc il y a les deux facteurs qui opèrent. C'est difficile de trouver des résultats originaux de la recherche sur la pollution lumineuse en Suisse. On est un petit peu en retard de ce côté-là. En fait, la Suisse, elle est tellement éclairée qu'on ne sait même plus où on peut faire des recherches entre éclairé et pas éclairé, surtout. Alors, il y a un exemple de mes collègues chiroptérologues de Genève. Le murin de Daubenton, c'est une petite chauve-souris qui vit au bord des ruisseaux en général. Et puis, sur cette image, mes collègues ont essayé de montrer les éclairages lumineux, qu'on voit là, tous ces points jaunes, qu'on voit dispersés par ici, c'est tous des éclairages publics. Et puis en vert, c'est les zones qui sont utilisées par les chauves-souris. C'est-à-dire qu'ils ont marqué les chauves-souris avec un petit émetteur, puis après ils ont suivi à pied, et on voit qu'elles évitent complètement les zones lumineuses. Il n'y a pas de chauves-souris qui vont là. Donc elles sont vraiment luminophobes quasiment, elles veulent absolument éviter ces zones-là. Et leur stratégie à mes collègues de Genève, c'est pas de dire qu'il faut tout supprimer l'éclairage public pour un moment, mais c'est de garder des zones non éclairées, c'est-à-dire des sortes de couloirs, des zones où il n'y a pas de lumière. Comme ça, les chauves-souris, elles sont quand même suffisamment adaptables, plastiques, pour s'adapter. À propos des chauves-souris qu'on voit autour des villages, des lampadaires, il y en a certaines qui tolèrent la lumière. Par exemple, l'oreillard, qu'on voit volontiers le long des haies, autour des églises, dans les villages, c'est une espèce qui est peu exigeante. Elle va trouver des mouches, des papillons de nuit autour des lampes, c'est pas un problème pour elle, et elle va plus ou moins supporter cette lumière. C'est pas une espèce menacée. La pipistrelle commune, alors, elle, c'est celle qu'on voit toujours autour des lampadaires, elle est très tolérante aussi, peu exigeante. Il semble qu'elle s'accoutume des lampadaires, de l'éclairage public. C'est l'espèce la plus commune en Suisse. Donc, il y a des espèces qui sont luminotolérantes et qui vont être épargnées. J'aimerais vous parler d'un autre oiseau de nuit qui n'est pas du tout une chauve-souris, mais qui est typique du Valais, qui vit dans les régions sèches de la rive droite. Et il se nourrit à 80% de papillons de nuit qui sont attirés par la lumière. Donc lui, il a un gros problème face à ces éclairages. Je
j'observe cet oiseau depuis une trentaine d'années, et puis les recensements qui sont effectués par la station ornithologique suisse, à des périodes précises, un atlas de reproduction des oiseaux nicheurs dans les années 70, un dans les années 90, montre que l'espèce a diminué à peu près de 70%. Et puis les dernières observations durant ces 20 dernières années documentent encore la disparition. Vous imaginez cet oiseau qui a un œil disproportionné ici. Il chasse à vue les papillons de nuit, donc on peut vraiment imaginer qu'il peut être ébloui et puis pas réussir à se nourrir. Alors c'est une espèce que j'ai vraiment étudiée. Il y a aussi un autre aspect, c'est le contraste des proies dans la nature. Dès que c'est éclairé, tous les couleurs sont un petit peu, les contrastes sont moins marqués, et je pense qu'il a la peine à réussir à chasser. Là, c'est l'espèce qui s'est raréfiée. En 1990, sur la carte de droite, j'avais fait un état des lieux, et j'avais environ une cinquantaine de territoires d'Angoulême-en-Valais, entre Martigny et Viège. Ici, c'est à peu près la limite entre le haut et le bas Valais. On voit les zones de Fuy, de Saillon, au-dessus de Comté, et puis dans la forêt de la Véreille, entre Blains, là, sous le Christ-Roi, qui étaient des endroits habituels pour l'espèce. Entre les années 90 et l'an 2000, tous ces endroits ici ont été désertés par l'espèce, alors que l'habitat avait été revitalisé. C'est-à-dire que moi, comme souci voyant disparaître ces oiseaux, j'ai essayé de comprendre pourquoi ils disparaissaient, et c'est un oiseau qui cherche les endroits semi-ouverts, comme on voit là, donc des arbres un petit peu isolés, pas trop hauts, des zones de sol accessibles, parce qu'il niche au sol, il ne fait pas de nid dans les arbres. Et puis ces endroits-là, on les avait autrefois grâce au pâturage par des petites bêtes comme les chèvres et les moutons, et de nos jours, il n'y a plus de pâturage, donc elles disparaissent, et puis c'est vraiment l'homme qui essaye de maintenir les habitats pour cette espèce qui est rare. Aussi un incendie comme celui de l'Oèche a recréé des habitats favorables à l'espèce. Mais malgré ces efforts de revitalisation, l'espèce, elle a vraiment diminué. Et puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé mesurer les émissions lumineuses en 2014-2015 sur les anciens sites. Ici Martigny, ici Sierre. Puis j'ai mesuré sur les anciens sites de ma jeunesse où il y avait l'oiseau. Puis j'ai trouvé beaucoup plus d'émissions lumineuses que sur les sites habités encore actuellement dans le Haut-Valais. Donc ça, c'est des résultats assez originaux que j'ai pu développer ces dernières années. Le graphe à gauche, il montre que sur les sites désertés, il y a beaucoup de pollution lumineuse, il y a entre 2 et 5 fois plus que sur les sites qui sont habités encore actuellement. Donc les sites habités actuellement, si on regarde ici, c'est le Haut-Valais, là où il y a moins de lumière. Et puis les zones du Valais roman, elles ont été désertées très probablement par cette pollution lumineuse. Un autre exemple que j'ai pu étudier aussi, c'est le grand pont de nuit. C'est un immense papillon de nuit, le plus grand qu'on a chez nous. Puis on dit qu'il est souvent anthropophile parce qu'il se reproduit sur les arbres fruitiers dans les jardins, autour des maisons. Mais ça, c'est une image des années 60 ou 70 encore. Et il a ici aussi beaucoup disparu de nombreux endroits du Valais, mais là, de nouveau, les éventuelles émissions lumineuses sont masquées par la destruction de l'habitat. Donc on a coupé les arbres fruitiers, ces vieux arbres à haute tige, et puis autour de nos maisons, on a des lampadaires, les arbres aux tiges, on les enlève, et puis on met des places de parc, donc c'est un peu une banalisation qui est arrivée. Et puis il y a aussi tous ces traitements aux insecticides qui ont été faits dans l'agriculture, notamment avec le DDT, qui ont dû vraiment prétériter l'espèce. Et puis je me suis de nouveau promené avec mon détecteur d'émissions lumineuses dans tous les endroits. Je suis allé voir des collections des musées, j'ai questionné les entomologistes qui ont 70 ans maintenant, où il y avait ce papillon autrefois. Ici, la région de Martigny, vous voyez les points blancs. Alors je suis repassé sur tous les endroits où il était connu dans les années 80, et je ne l'ai pas retrouvé. Donc quand je vais à l'extérieur pour voir si le papillon est là, je prends une femelle, j'élève les papillons pendant une année, puis je prends les femelles vierges quand elles éclosent, puis elles émettent des phéromones, puis elles attirent les mâles. Alors c'est un moyen radical pour voir s'il y a les mâles qui sont là. Puis quand je suis allé dans le Haut-Valais, j'ai pris les observations de mes collègues haut-valaisans, donc des Tourtemagnes à Calpétran dans la vallée des Vièges, autour de Viège et Brigue, et à Bitche, il y a toujours des observations de grands pans de nuit, soit attirés par des femelles, soit par des lampes.
on le trouve. Alors là, de nouveau, un indice assez fort que la pollution lumineuse fait disparaître certains éléments très originaux de notre faune. Là, j'ai un exemple aussi plutôt positif. On a déjà essayé de gérer ces questions de lumière dans les années 80 avec une espèce de chauve-souris qui s'appelle le rhinolophe. Le rhinolophe, c'est le grand rhinolophe, il se reproduit dans une église qui est en face de nous, ici à V. C'est une des seules colonies de reproduction de Suisse. Et puis, c'est une espèce qui est lucifuge. D'après les collègues français, elle quitte les églises dès qu'il y a des éclairages qui sont installés. Il y a plusieurs exemples en France où l'espèce a disparu depuis qu'on a introduit des éclairages autour des églises. Et en 1987, j'ai été impliqué dans la rénovation de l'église de V. Et puis, dans tous ces bâtiments, ces édifices historiques, on veut mettre des éclairages de tous les côtés, c'est toujours très important. Et là, on s'est battu pour qu'au moins une face de l'église reste dans la pénombre. Et on voit ici qu'elle est toujours dans la pénombre, et encore actuellement, c'est comme ça. On a fait le monitoring de l'évolution de la colonie de chauves-souris. Alors là, j'ai vite piqué le schéma dans une de nos publications. Alors, 1986-87, en noir, ici, c'est le nombre de jeunes qui sont élevés. On voit que ce nombre double, quasiment triple, quasiment jusqu'en 2006. Ici, c'est les adultes, les points noirs. Donc, il y en avait à peine une vingtaine en 86, et puis ça augmente. On en est à une soixantaine en 2005. Et puis, si je continue jusqu'en 2016, les chiffres de mes collègues qui ont repris ça, le nombre de jeunes à la voile est toujours une trentaine, et puis les adultes sont restés toujours à peu près à 60 individus. C'est-à-dire que d'un point de vue de la conservation de la colonie, ça a très bien fonctionné. Je pense que l'éclairage est intervenu, parce que ce qui se passe maintenant à V, c'est qu'il y a beaucoup de construction, et puis je pense que c'est plutôt l'environnement qui risque de se dégrader. Mais il y a le village qui est assez concentré sur son petit plateau, et puis les chauves-souris vont chasser dans la pinède, ou bien le long de la rivière en bas. Donc quand on les observe, elles sortent de l'église, et puis elles foncent dans la rivière, et je pense qu'elles trouvent un modus vivendi comme ça. Alors, j'arrive à la fin de mon exposé, et je veux juste imaginer, proposer quelques solutions. En Valais, environ 30 à 50% de la facture d'électricité communale provient de l'éclairage public. Donc là, je pense qu'on a des moyens d'action pour économiser l'énergie, mais aussi en faveur de la nature. Moi, je proposerais de limiter l'éclairage public vraiment au centre des localités, puis dès qu'on est aux environs, dans la zone à bâtir, qui a contact avec la forêt, avec la vraie nature, entre guillemets, il faudrait vraiment supprimer les éclairages ou bien les éteindre. Avec les LED, qui sont vraiment en vogue, c'est très bien pour l'économie d'énergie, par contre, c'est pas bien pour les papillons. Et on peut faire des LED qui sont customisés, comme on dirait, c'est-à-dire qui sont pauvres en lumière blanche et bleue, puis qui éclairent un peu dans le jaune, comme ça. Une lumière chaude, plus agréable. Les collègues de Californie ont testé ça, ça marchait très bien. L'évolution actuelle aussi par rapport à Sierra Energy et tout ça, ils m'ont dit, nous on essaie d'évoluer vers des détecteurs qui s'allument au passage des gens, mais ils ont fait une expérience non loin de Sierra, et puis il y avait tout le temps des éclairages qui s'allumaient, puis il y avait des chauves-souris qui chassaient là, parce que c'était au bord d'un ruisseau. Alors là, il faut faire attention, il y a certains endroits très attractifs pour les chauves-souris, notamment où il y a de l'eau, puis il faut éviter de mettre des détecteurs à cet endroit-là. Ma conclusion, l'apparition de la lumière artificielle est sans précédent pour les organismes et leur environnement. Ça fait 150 ans qu'ils connaissent ça, mais pas avant, contrairement aux changements climatiques qui sont documentés par les glaciations et autres depuis longtemps. La lumière introduit une nouvelle pression de sélection sur les espèces et l'homme. On va vers une sélection des luminotolérants au détriment des lucifuges, qui sont souvent plus rares et plus difficiles à maintenir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le canton du Valais, comme d'autres cantons, fasse un monitoring des émissions lumineuses, et puis qu'il délimite des zones. Ah là, il y a de la nature, il y a d'autres intérêts que la lumière, on peut essayer de protéger, surtout dans un parc régional par exemple. Et puis évidemment, l'idée du ciel étoilé, d'une réserve pour les espèces lucifuges, pour l'astronomie, pour le tourisme, je pense que c'est une excellente idée. Merci de votre attention. Merci beaucoup Antoine. Et tu m'as fait la transition idéale pour vous présenter Vincent Grèze.
Vincent Grèze est professeur à l'HESSO de Sierre et il est également chercheur. J'ai eu contact avec lui par l'intermédiaire d'un projet qu'il est en train de mener avec ses étudiants et dont il va vous parler maintenant, un projet de parc aux étoiles peut-être. Merci. Bonsoir. Donc, en effet, moi je travaille à l'Institut de recherche, entrepreneuriat et management de l'HESSO Valais à Sierre et on réfléchit sur la création d'un parc aux étoiles en Valais et pour commencer dans le Val d'Anniviers. Mais cette idée, c'est l'aboutissement d'un projet et j'aimerais d'abord vous expliquer comment on est arrivé à cette idée. Donc tout d'abord, il s'agit du projet qu'on a appelé Shared Value. C'est un projet de recherche où on a voulu créer des projets de valeur partagée, c'est-à-dire créer de la valeur, pas seulement économique, mais une valeur qui est partagée entre l'environnement, les entreprises, la population et les touristes. Donc en effet, il est question de tourisme et de ciel étoilé. Ce projet, comme vous le voyez, il avait beaucoup de partenaires et puis il était financé par la Haute École et il a duré 2 ans. Donc pendant ce projet, on a utilisé des méthodes de recherche appliquée pour trouver des idées qui conviennent sur le territoire de recherche, qui était le Val d'Anniviers, pour trouver des idées qui conviennent à notre but, donc de trouver une valeur partagée entre l'environnement, les entreprises, les citoyens et les touristes. Donc, on a tout d'abord interviewé les professionnels et les autorités de la région. On a réalisé des workshops avec toujours des professionnels, d'autres professionnels et des autorités pour définir leurs envies, leurs motivations, de potentielles idées de recherche. Et puis, pour impliquer la population et les touristes, on a réalisé 2 sessions de crowdsourcing. Donc le crowdsourcing, c'est une manière de générer des idées en faisant appel à la foule, une foule indéterminée. Donc on a utilisé l'application iBrain, que l'on gère dans notre institut de recherche, pour questionner tout d'abord l'ensemble des professionnels du Val d'Anniviers, en recherchant des idées, et puis ensuite de montrer ces idées à la population et aux touristes pour avoir leurs avis, leurs commentaires, ou pour proposer des nouvelles idées. Finalement, un dernier workshop nous a permis, avec les professionnels de la région, de définir des critères de sélection et finalement de définir la meilleure idée que tout le monde avait, par consensus, envie d'exploiter, envie de mettre en application. Et cette idée, suspense, cette idée, c'est la création d'un parc aux étoiles régional. Alors, l'idée est parue tout de suite intéressante puisque, comme on l'a entendu jusqu'à maintenant, la pollution lumineuse est un vrai problème. Donc on a vu assez rapidement le potentiel environnemental, mais également un potentiel économique et de nouvelles activités pour les personnes. Alors, on a fait quelques recherches dans la littérature pour trouver des expériences d'activités, de nouveaux services dans ce contexte de tourisme nocturne, durable. Et puis, il faut reconnaître qu'en termes de tourisme nocturne, on a trouvé peut-être 120 publications internationales. Et sur ces 120 publications, il y en avait peut-être 90% qui parlaient de discothèques et de festivals de musique. Donc, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Si on regarde le cyclotourisme, par exemple, il y avait plus de 900 publications. Donc, vous voyez un peu l'écart. Donc, on est parti dans cette direction pour sensibiliser la population aux économies d'énergie, en éteignant les lumières pendant un certain temps pour créer une expérience et offrir de nouveaux services aux entreprises, avec les entreprises et la population locale. Et puis l'idée de départ était
donc avec le parc aux étoiles, d'observer le ciel et dans le Val d'Aniviers avec un partenariat avec l'Observatoire de Saint-Luc et le Chemin des Planètes qui existe déjà. Donc l'idée était de pouvoir étendre ou de créer un événement récurrent d'extinction des lumières pour dynamiser la région et puis offrir de nouveaux services et produits touristiques. Donc redynamiser la région en ayant aussi un but environnemental et aussi d'innovation dans les services. Alors voilà quelques pistes qui sont issues et inspirées de la théorie, une théorie qui a été développée à Harvard. Donc on voit qu'on touche pas mal de points de ces théories avec cette idée, préservation de l'environnement, bien-être social comme on l'a vu, marketing territorial, puisqu'en effet on peut mettre en avant la région et dire voilà, on l'a fait, on est pionnier, création de clusters, etc., croissance et innovation. Donc vraiment on touche beaucoup de points, également un nouveau mode de consommation. Quand on a vu les photos de la fête de la nuit, par exemple, c'est assez surprenant de voir des photos noires où on imagine la conteuse. Donc, un nouveau mode de consommation et d'expression des besoins. Excusez-moi, oui. Qu'est-ce que vous entendez par clusters? Alors, les clusters, c'est un regroupement d'acteurs spécialisés dans le même domaine et qui vont s'entraider et tirer la région dans un sens. Comme par exemple, comme je vous disais, au Val d'Aniviers, à Saint-Luc, on a l'Observatoire, qui est une ressource assez importante pour développer ce parc, puisqu'on a un astronome, des gens spécialisés, et on est capable de produire des cartes du ciel périodiques, par exemple. Alors, on a eu l'idée, c'est bien. Maintenant, comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre? On a une chance à l'école, à la HES, c'est qu'on fait de la recherche appliquée et du transfert de technologie. Donc, les méthodologies qui ont été testées sont transférées aux étudiants, et les étudiants vont sur le terrain, et c'est eux qui vont utiliser les méthodologies testées pour développer les nouveaux produits et les nouveaux services. Donc aujourd'hui, cet après-midi même, j'ai rencontré la nouvelle promotion d'étudiants de conception de nouveaux produits et de services touristiques pour les lancer sur le challenge de développement de parcs aux étoiles. Et selon une méthodologie qui est très bien testée et reconnue internationalement, puisque le professeur qui l'enseigne était encore en Chine il y a 2 semaines pour enseigner ces techniques. Donc, ces étudiants vont apprendre des techniques d'ethnométhodologie, c'est-à-dire compréhension du système de valeurs et des codes sociaux qui vont permettre d'entrer dans l'expérience du parc aux étoiles. Ils vont prototyper des nouveaux services ou des nouveaux produits avec du script, c'est-à-dire qu'ils vont dessiner, tangibiliser, comme on dit, l'expérience, et aussi théâtraliser, pour finir, ces services, les mettre en jeu dans un théâtre, puisqu'on a aussi cette chance, à Sierre, à la Maison de l'Entrepreneuriat, d'avoir un théâtre pour mettre en scène les nouveaux services avant de les mettre en production, pour vérifier si vraiment ça marche, ou si ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Donc, voilà pour la méthode, et finalement l'objectif, c'est pas que des étudiants organisent un événement, c'est vraiment que la population locale et les entreprises s'approprient l'événement, et qu'il devienne un événement local. Les étudiants ensuite ils vont partir, on ne sait pas où ils vont aller, mais il faut que ce soit vraiment local. Donc le but c'est de trouver aussi des relais dans les villages locaux pour maintenir cette expérience. Et pour développer ces nouveaux services et ces nouveaux produits, on fait toujours appel à des nouvelles idées, et on vous a distribué en entrant ce petit flyer avec un stylo qui est là pour que vous puissiez exprimer vos idées sur, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans un parc aux étoiles ou dans un événement de tourisme nocturne, et puis des éléments aussi de motivation et de crainte peut-être qui vous amèneraient vers cette expérience ou qui vous freineraient pour ne pas aller vers cette expérience.
Alors pour nous, c'est aussi très important d'avoir votre avis, puisque ça va permettre d'alimenter toute la réflexion et puis de trouver des nouvelles pistes de produits ou services touristiques. Vous avez également une partie pour inscrire vos coordonnées si vous voulez être tenu au courant de l'avancée des projets. Et puis voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on vous informera de la suite. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci beaucoup, Vincent. Andrés, oui. Excusez-moi, j'ai juste oublié de préciser qu'on vous a distribué les flyers avec les stylos et vous pouvez tout déposer en sortant sur la table, les flyers et les stylos. Voilà, je vous remercie. C'est ce que j'allais dire, les stylos, c'est sympa si vous les rendez. Les papiers aussi, parce que les idées, elles vont être intéressantes. André, si tu veux bien nous remettre un tout petit peu de lumière dans la salle, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour ces présentations très intéressantes, très instructives. Moi, je vous propose maintenant d'échanger avec vous, de faire circuler le micro et puis de répondre à vos questions et ou à vos interrogations, à vos remarques par rapport à cette nuit que nous souhaiterions plus noire. J'ai une question pour le premier intervenant, Laurent. Si 80% des personnes sont pour, y compris dans les conseils généraux et dans les municipalités, comment ça se fait qu'il n'y a qu'une dizaine de villes en Suisse, ou en Suisse romande, qui éteignent la lumière? Merci. Bêtement, parce qu'on est les seuls à faire la promotion de l'extinction. Il n'y a personne d'autre qui le fait. On a parlé tout à l'heure de SAFE, donc la Fondation Suisse pour l'efficience énergétique, qui sont, il y a dedans, il y a WWF, il y a Greenpeace, mais il y a aussi tous les électriciens, les fournisseurs d'énergie. Ils donnent chaque année des conférences, j'y participe depuis une dizaine d'années. Ils n'ont jamais parlé des devoirs des communes, des problèmes législatifs, jamais dit un mot. Ils n'ont jamais parlé de pollution lumineuse, ils n'ont jamais parlé d'extinction. De temps en temps, il y a une personne qui lève la main et qui dit « mais est-ce qu'on pourrait peut-être éteindre ?» Alors tout de suite, il y en a qui disent « ah non, on ne peut pas éteindre, parce que si jamais vous avez des accidents, blablabla. » Puis après, il y en a un autre qui dit timidement « ouais, mais peut-être dans certains cas, mais tout de suite après, ça repart. » Non, on est vraiment, il y a une omerta comme ça par rapport à ça, qui est extrêmement forte. Et puis je pense que, on ne va pas se vanter, mais on est vraiment les seuls à faire ce travail d'information, puis de rappeler aux gens la réalité. Et puis en France, pourquoi maintenant en France on a plus de 8000 communes qui font de l'extinction? C'est qu'il y a une association, l'ANSEN, qui est extrêmement dynamique. Ils ont des correspondants locaux qui donnent des conférences comme ça, très régulièrement. Et puis je peux vous dire que chaque fois ça passe, quoi. Le message, il est entendu. Volontiers. On n'est pas aidé par les services industriels qui appliquent avec autorité les normes dont vous parliez tout à l'heure. Et puis les municipalités sont souvent confrontées à leur ignorance de leur liberté par rapport à ces normes. Et puis il y a une deuxième pression qui s'ajoute, c'est celle de la population qui, elle, connaît les normes et revendique les éclairages indépendamment de la densité de population le long des rues ou des choses comme ça. Si vous prenez l'exemple du village de Vernamiège, il est très grand la nuit. Et le jour, on était à l'époque 160 et il a fallu planter des réverbères à Tire-Larigot. Donc il faudrait quand même aussi essayer de convaincre les vendeurs de réverbères. Parce que je pense que les autorités seraient enchantées d'avoir des factures moins grosses. Je vais peut-être répondre, moi, par rapport au contact que j'ai eu à la fois avec ESR et puis avec la commune. Alors effectivement, la commune, c'est un thème qui l'intéresse. Et bon, ce soir, ils n'ont pas pu venir. Et puis, c'est pas du tout exclu que ce thème-là revienne vers vous.
Et par rapport... Comment? Il faut espérer. Oui, oui, tout à fait. Et puis, par rapport à ESR, ESR utilise, on va dire, la mouvance écologique pour dire il faut assainir l'éclairage public. Mais ils ne sont pas encore, en tout cas du sentiment que j'en ai eu, on ne va pas filer encore sur l'extinction totale. Par contre, ce que tu avais dit, Laurent, installer des systèmes de détection de mouvement, des systèmes qui calculent et qui diminuent l'intensité lumineuse, c'était plus difficile, mais c'est aussi plus rémunérateur. Donc effectivement, ça va un peu dans votre sens. Maintenant, c'est nous qui vivons dans nos communes, donc c'est aussi à nous de nous mobiliser et puis de dire, là maintenant on veut, moi quand je dors, j'ai pas besoin d'avoir de la lumière. Et puis je dirais aussi autre chose, alors là je fais référence, quand tu as fait ta présentation Laurent, ça m'a fait penser exactement à ce que je vis moi dans mon quotidien professionnel, puisque en plus d'être conseillère en environnement, je suis infirmière anesthésiste. Et avant cela, j'ai travaillé aux soins intensifs. Et nous, nos patients qu'on a aux soins intensifs, il y a ce gros problème de mélatonine, de sécrétion de mélatonine, où nos patients sont surveillés, ils ont les écrans avec toutes les lumières. On a beau diminuer l'intensité lumineuse, mais il y a toujours cette pollution lumineuse. Puis les patients, ils intervertissent le jour-nuit. Donc, alors non seulement, bon là c'est pour des patients, j'entends, on est obligé de les surveiller. Souvent, ce sont des patients qui ne vont pas très bien, mais ils ne sont pas tous endormis. Et puis, ils sont... Bref. Eh bien, ces patients-là souffrent énormément quand ils sont aux soins intensifs. Alors, quand on a un éclairage public qui est allumé, enfin, pas H24 parce que c'est faux, mais à partir du moment où il y a de la nuit, c'est systématiquement allumé, c'est clair qu'on retrouve les mêmes problèmes que les patients qui sont aux soins intensifs. Une autre question pour madame? Merci pour vos conférences qui étaient très intéressantes et convaincantes si besoin il y avait. Mais maintenant, alors, en tant que citoyenne, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Vraiment des pistes et des solutions concrètes. Alors là, je rends la parole à Antoine. Laurent. Ou à Vincent. Comme je fais aussi pas mal de politique, donc je vais peut-être répondre. Dans le canton de Châtel, on a des motions. Donc si vous êtes élu, je pense que vous pouvez faire des motions. J'imagine que c'est la même chose dans Valais. Ou des motions populaires. Maintenant, de Châtel, on a des motions populaires. Donc ben voilà, après les autorités sont obligées de suivre. Et je pense que ce genre de séances font déjà beaucoup avancer les choses. Et puis il ne faut pas grand-chose. Moi j'aimerais vous donner un exemple. J'avais donné une conférence comme celle-ci vers Neuchâtel, et puis une amie qui m'entendait, elle était municipale, conseillère communale, et puis elle était toute jeune, une jeune socialiste qui avait 25 ans, et puis elle a proposé ça au conseil, et puis donc on a le conseil général qui s'était mis à l'ordre du jour. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te fais un petit rapport pour vous présenter un petit peu les enjeux, un petit peu, voilà. Et puis elle a dit, ouais, d'accord, volontiers. Et puis finalement, elle n'a rien préparé. Puis le jour avant, je lui téléphone, je lui dis, dis donc, tu as la séance ce soir, j'ai pas vu le rapport, est-ce qu'il est... Puis non, j'ai pas fait le rapport. Donc elle a fait le rapport oral, j'ai vu sur le procès verbal, il a duré 3 minutes. Et puis il y a eu 13, au conseil général, 13 personnes pour et 1 personne contre. L'extinction, donc c'était toujours, puis ça il faut vraiment baser là-dessus, il faut toujours envisager une période d'essai. Donc c'était une période d'essai de 3 mois. Ça, je crois que c'est vraiment la base, ça tranquillise les gens, toujours possibilité, 6 mois. Donc 6 mois, c'est intéressant parce que c'est la période qui vous permet de rentabiliser vos investissements en mettant les horloges. En général, on estime qu'en 6 mois, les horloges ont été payées. Donc l'essai ne coûte rien à la commune. Et cette fille, je la rencontre une fois, après 3 mois, je dis, dis donc, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont satisfaits de cette solution? Puis elle me dit, écoute, quand je pose la question, les gens, ils n'ont même pas remarqué. C'est ça la réalité. Les gens ne remarquent pas qu'on fait de l'extinction. Donc ça résout le problème. Et puis c'était une période d'essai, je lui ai demandé aussi si elle voulait
refaire une évaluation. Et puis finalement, on dit non, tant qu'il n'y a personne qui se plaint, on continue. Donc ça a été pérennisé comme ça. Une autre question? Je pense que les organismes, c'est par les fort. Non, je voudrais juste mentionner qu'en fait, nous allons devant une grande période de débauche luminaire. Nous arrivons à la période de Noël. Noël. Et ça, c'est plus. C'est pas seulement communal, c'est individuel. Et ça dure plus que la période de Noël. Tout le monde. Alors, ce que je veux dire, on décore les balcons, les sapins, et plus il y en a, mieux c'est. Plus on a d'argent, plus on l'expose. Alors, moi, je vais donner la parole à Stéphane Auclet, qui est le représentant tessinois de Dark Sky. Dark Sky est l'association mondiale pour la protection des ciels étoilés. C'est juste? Voilà. Et il nous a fait l'honneur de venir du Tessin pour participer à cette soirée. Donc, je vais me permettre de lui passer la parole pour qu'il puisse répondre à cette question. Alors, je m'excuse pour le français, je ne suis pas ma langue. Comme l'a dit Christine, Dark Sky est présente en Suisse comme une section. C'est Dark Sky Switzerland, c'est une section de IDA, qui c'est l'organisation internationale. On est des activistes qui ont proposé de trouver des solutions pour étendre la lumière, pour diminuer la lumière. Alors, en Suisse, juste pour dire, on a déjà publié au niveau fédéral la recommandation pour la prévention des émissions lumineuses. C'est l'Office fédéral d'environnement, mais c'est nous, derrière, qui on a poussé ça. Et puis, on a aussi les normes SIA, c'est une norme des architectes et des ingénieurs, qui c'est depuis 2 années qui sont présentes. Alors, c'est quelque chose de concret qu'on peut dire aux communes, parce que j'ai entendu la question avant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut écrire aux communes, il faut téléphoner et dire, il y a des normatifs. Est-ce que vous regardez les normatifs? Parce que les normatifs disent qu'il faut regarder de diminuer la lumière. Ils disent beaucoup de choses. Alors, on peut faire beaucoup. Il faut vraiment réclamer et dire, il faut parce que moi, comme Dark Sky, je vois, il y a beaucoup de monde qui vient chez moi, il faut, qu'est-ce que je peux faire? Il faut écrire, parce que c'est moi qui j'écris, c'est toujours moi, c'est toujours, je suis connu, on se fait, c'est toujours moi, mais il faut vraiment que les personnes nous aident, nous pouvons aider les personnes à écrire, à donner les arguments, mais ce doit être la population qui va réclamer. Au Tessin, c'est vraiment, c'est moi qui ai insisté depuis des années. On a aussi une ligne guide, c'est un document du canton qui dit ce qu'il faut faire pour éclairer, ce qu'il ne faut pas faire. C'était avant la norme SIA, il y avait déjà ces recommandations cantonales. Et comme j'ai entendu, j'ai vu qu'il y avait votre présentation, on a aussi des mesurations. Les mesurations, ce n'est pas venu du canton comme ça, c'est nous qui on a poussé pour faire les mesurations. Au Tessin, il y a déjà un réseau de mesurations d'émissions de l'air. On a dit pourquoi pas ajouter aussi une mesuration parce qu'avec ces mesurations, on n'a rien fait, mais on a l'historique. Il faut commencer, vraiment commencer et avoir l'historique. Comme ça, dans 10 années, on peut voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, on n'a pas l'historique. Pour revenir à la demande de la luminaire de Noël, ça c'est un vrai problème. Parce que ça c'est kitsch, ça n'a rien à faire avec le Noël, pour moi.
il y a les magasins, et puis ils te disent, ah, maintenant il faut vendre, il y a le LED, ça ne consomme pas de l'énergie, alors c'est pas cher. Alors on va doubler tous les soirs la lumière. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire noter à les gens, aussi à les enfants, parce que Noël, pour moi, c'est pas Noël quand j'étais petit moi. Hein. C'est vraiment changé. Las Vegas. Oui, c'est Las Vegas, c'est ça, c'est kitsch. Parce que moi, je me rappelle quand on faisait l'arbre de Noël avec mon père dans le pays, c'était trois choses, c'était fini, c'était là. Et on attendait ça la nuit, parce que ça ne restait pas toute la nuit. Maintenant, il y a, moi j'ai vu à Mano, dans la région de Lugano, il y en a un qui fait une chose vraiment comme Las Vegas. Et il y a les gens qui vont, il y a les touristes qui vont regarder ça la nuit. Ça c'est complètement fou, hein. Ça, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire, parce que ça c'est quelque chose dans la culture qui j'ai vraiment... On a perdu la direction. Pas quoi dire. Il faut réclamer. S'il y a quelqu'un qui est... Ce qu'on peut faire, c'est dire qu'il faut attendre après minuit. Ça, il y a la norme SIA qui dit qu'il faut réduire, il faut le faire. Ça, on peut le faire. Si on voit qu'il n'éteint pas, on peut pas prétendre qu'il va être étendu. Ah, une remarque sur LED, je profite. Et encore plus par rapport à ce l'éclairage de Noël, je te proposais d'y répondre parce que je ne sais pas si tu le savais, mais il y a eu quelques arrêtés du tribunal fédéral contre la corruption lumineuse, et puis il y en a une de ces qui concerne l'éclairage de Noël que j'ai découvert sur le site de Dark Sky. C'est pour ça que je vais proposer des réponses. Tu veux répondre? Tu veux répondre par rapport à l'arrêté du tribunal fédéral? Oui, mais ça, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a réclamé parce qu'il y avait un éclairage de Natal d'une maison qui s'était tout vraiment éclairé à jour toute la nuit. Et puis il y a le voisin qui a réclamé et il est arrivé jusqu'au tribunal fédéral. Ça veut dire qu'il y a une séance maintenant du tribunal fédéral basée sur la norme SIA 491 qui disent qu'il faut, qui ça vaut la quiété nocturne, la tranquillité nocturne. Ouais. C'est comme pour la bruit, ça vaut ça. Alors, il y a déjà ça dans le tribunal fédéral et on peut se rappeler à ça. Et puis, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'ils imposent l'éclairage de Noël est toléré. L'éclairage de Noël est toléré depuis le premier week-end de décembre jusqu'au 6 janvier, je crois. Donc après, normalement, on devrait éteindre l'éclairage de Noël. Ça, c'est le tribunal fédéral qui le dit. Deux mots sur les LED, sur les LED. Il faut vraiment faire attention au LED, parce que le LED, c'est vrai que est la technologie du futur, mais les LED froids vont... oui, c'est dangereux pour l'œil et on a une simulation faite pour une physique italien qui a fait les cartes, la nouvelle Atlante de la pollution lumineuse. C'est ça. On a fait ça pour la Suisse. C'est pas encore public. J'ai juste pré-imprimé pour vous. Et il y a les deux cartes qui on voit la différence. Ça c'est maintenant, c'était la situation de l'année passée. Et ça, c'est la situation si on maintient la même luminaire, mais on met LED partout. Ça veut dire qu'en Suisse, maintenant, on a des petites taches qui sont presque noires, qui sont dans les grisons, dans le parc national, et puis entre le Tessin et les grisons, sont les seules taches noires qu'il y en a maintenant. Ça va disparaître. Il n'y a plus rien. Alors, les LED, c'est bien... C'est une simulation, ça. Ça, c'est une simulation, oui. Et
bien si on va l'utiliser vraiment pour diminuer la lumière. Alors, si on va dire, comme il a dit, c'est qui a présenté ça, c'est jusqu'à 9 h, on va allumer comme jour, puis on va diminuer, puis la nuit, petit peu. Non? Alors, ça, c'est la technologie juste. Mais si on va juste remplacer la lumière de maintenant avec le LED, on va avoir vraiment un problème. Ça, c'est une alerte qui a fait Dark Sky International depuis déjà des années. Je profite de dire que Dark Sky, tout ce que j'ai vu sur votre site, que vous faites des réserves en fait de nuit noire, des zones réserves de nuit noire, c'est juste? Alors, vous travaillez là-dessus? Il y a des réserves au niveau international, en Suisse il n'y en a pas, mais il y a... Hein? Peut-être, oui. Là, il y a deux possibilités. On fait une réserve de IDA, de Dark Sky, ou bien on fait une réserve, ou bien on fait les deux, de UNESCO. Il y a l'Espagne, moi je contacte avec l'Espagne, ils ont fait dans la zone du Catalunya, ils ont fait une réserve UNESCO, maintenant ils vont la faire aussi pour l'IDA. Là, ça veut dire qu'ils vont vraiment mesurer la pollution lumineuse, ils vont garder, chercher de garder ça va arrêter, ça ne va pas monter dans les années. Ça veut dire, dans toutes les régions limitrophes, oui, on va limiter la lumière partout. Et ça, c'est contrôlé. Ça, c'est vraiment, si on a la volonté politique, parce que là, c'est le problème d'avoir la volonté politique. Pour le faire, c'est pas le problème. D'où l'intérêt de cette conférence qu'il y a ce soir. Je vous propose de continuer la discussion, sauf si vous avez encore une question peut-être, mais de continuer la discussion. Alors, la dernière question, puis ensuite, il y a une verrée qui est offerte. J'espère que ce ne sera pas trop long, parce que j'ai café. Donc, il y a la question donc, de la diminution de l'intensité de l'éclairage, mais aussi la question de la coloration. J'avais moi-même discuté avec le responsable des éclairages d'Yverdon, et puis il m'a dit qu'il avait effectivement eu des études à ce niveau-là qui indiquaient que du point de vue des rythmes biologiques, la couleur qui gênait le moins, c'était le vert. Donc un éclairage qui ne devrait pas, disons, qui n'aurait pas la nécessité qu'on voie le mieux possible, un éclairage qui serait un éclairage de veille, ça perturbe beaucoup moins s'il est vert. Mais psychologiquement, les gens ne sont pas encore prêts à accepter ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore fait vraiment d'essai à ce niveau-là. Mais c'est vers ça qu'il faudrait a priori se diriger dans certains cas de figure. Ensuite, les piétons, en fait, pour qu'on les repère le mieux possible, c'est tout simplement quand eux-mêmes ils éclairent. Et surtout qu'ils éclairent avec leur partie mobile. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils aient des éclairages le long des bras et des jambes. Donc c'est pas l'éclairage public qui est important pour qu'on les voie, c'est leur propre éclairage. Et ce qui nous conduit d'ailleurs à une remarque plus, je dirais, psycho-spirituelle, c'est-à-dire que j'ai remarqué, même si, bon, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais si les gens redoutent la nuit, c'est avant tout parce que psychologiquement, ils n'ont pas assez d'éclairage intérieur.